Alors, je vous dis bonjour. Tout d'abord, voilà, je voulais vous mettre une vidéo. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas regardé sur la chaîne Blast sur YouTube avec un agent de renseignement chevronné français qui a, qui a déballé tout, quoi. Comme je viens de décrire ici, comment le Qatar a financé l'Afghanistan et l'Israël Daesh. Soyez patient parce que la vidéo est longue. Lorsque je vais la coller avec cela, il faut la suivre jusqu'à la fin pour comprendre comment le monde tourne. Avec ces gens-là qui disent, voilà, moi ce que je pense, je le dis comme ils le disent eux, parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme comme il se doit. Maintenant, vous allez découvrir aussi qu'ils ont participé à l'assassinat de Kadhafi en mettant 300 millions d'euros sur la table. Voilà ce que vous allez découvrir dans la chaîne Blast. C'est pas moi qui le dis, c'est un agent de renseignement, un ancien agent de renseignement qui est arrivé même au Niger, après avoir espionné le Daesh. Et il va vous déballer tout. J'espère que vous allez comprendre que les traites, c'est bien, bel et bien cela-là. Voilà. À bientôt et regardez la vidéo suivante jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Avant de lancer mon entretien avec Marc Eschinger, vous verrez ça dépote, je voulais vous donner quelques nouvelles de Blast. Après un début de mois de septembre où nous avons déménagé puis aménagé dans de nouveaux locaux où je suis, nous sommes enfin à peu près installés avec une régie, un studio fixe, des salles de montage. Bref, après tout ce gros boulot, nous pouvons enfin lancer cette saison officielle de Blast. De fin mars à fin août, on peut dire que c'était une sorte de pré-saison ou de gros pilote où il fallait tout inventer. On s'est plongé très vite dans le travail et la production de contenu. On voulait montrer de quoi on était capable. C'était plutôt roots de lancer un média en pleine pandémie et sans locaux. Mais on s'en est plutôt bien tiré. Vous avez été nombreux à nous féliciter et à nous pousser à continuer. Ces encouragements nous ont énormément motivés. Merci pour cet enthousiasme et cette générosité. Vous êtes loin d'avoir vu tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on a prévu. Vous allez découvrir au cours de la semaine ce que sera notre antenne pour l'année présidentielle qui vient. Chaque jour au moins un contenu nouveau que vous pourrez retrouver ensuite sur le site de Blast. Vous allez par exemple me retrouver tous les lundis pour mes éditos et des entretiens Zoom comme celui de Marc Eschinger. Le mardi ce sera Salomé Saké et l'économie. Le jeudi Serge Faubert et son Bourbon sinon rien. Et si vous êtes abonné à Blast, vous allez avoir accès à vos avantages exclusifs. Et pour commencer, la première masterclass ce samedi avec la Quadrature du Net. C'est un gros défi pour nous. On manque encore de moyens, mais on va travailler d'arrache-pied, car cette année est trop importante avec l'élection de mai prochain. On va faire tout notre possible pour permettre aux gens d'entendre en accès libre des voix dissonantes et des décryptages de l'actualité, de ce qui nous est vendu ailleurs. Propagande, fake news, info dirigée. Nous travaillons ici à Blast contre la droitisation des esprits, contre les messages de haine et d'intolérance véhiculés quotidiennement sur les chaînes Tout Info. Ce bruit médiatique est assourdissant et atteint jusqu'à nos cerveaux. Il faut réapprendre à penser par nous-mêmes. Il faut retrouver des clés d'analyse qui permettent de comprendre le monde. Il nous faut enquêter, révéler, informer, publier des informations dans lesquelles les gens ont confiance. À l'heure de la défiance généralisée est un sacré challenge. C'est le nôtre. Nous avons des ennemis puissants et teigneux. N'oubliez pas, mercredi, résultat du procès que nous fait Bernard-Henri Lévy. Rien ne nous arrêtera si vous restez à nos côtés. Blast existe depuis 6 mois. Notre leitmotiv, le souffle de l'info, n'est pas qu'une formule publicitaire. Dans ce climat asphyxiant où flotte un mauvais vent, de l'air frais, on va vous en donner. Plus vous serez nombreux à nous soutenir, nous regarder, à partager nos contenus autour de vous, plus le souffle sera fort. On se retrouvera en fin de semaine pour les enquêtes et dans une dizaine de jours pour une émission spéciale de lancement de la saison où on vous expliquera tout plus en détail. Et maintenant, place à l'info. Je suis vraiment très content d'avoir reçu Marc Eschinger à Blast. Cet homme en sait vraiment beaucoup trop. Je profite de l'occasion pour le remercier de sa confiance. Avec lui, vous allez mieux comprendre comment et pourquoi le Qatar est le grand gagnant de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul.
Vous vous demanderez peut-être aussi, comme nous, pourquoi les pétroliers qui ont financé Daesh sont les grands absents du procès du Bataclan. Allez, salut et bon entretien à tous. Des hauts responsables politiques israéliens ont été financés par le Qatar. C'est la première fois, soyons très clairs, depuis 1948, c'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Mais les Qataris aujourd'hui qui gèrent l'aéroport de Kaboul, par exemple, ça veut dire qu'ils sont très influents, que ce sont eux l'unique référent avec les Pakistanais. Ils financent les talibans et ils hébergent chez eux à Doha l'international terroriste. Est-ce que le Qatar finance le Hezbollah? Oui, large, pour des gros montants. Est-ce que le Qatar finance du Boko Haram ou ISWA, d'autres mouvements? Oui. Marc Échinger, je suis particulièrement heureux de te retrouver ici. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'est beaucoup parlé et vu entre-temps, mais la dernière vidéo qu'on a réalisée ensemble, j'étais encore aux médias. Tu t'en souviens? Absolument, oui. Tu avais un manuscrit que tu avais fait avec Thierry Gadeau autour d'Areva, des scandales Uramine, etc. Et il ne trouvait pas d'éditeur, ce manuscrit. Et moi, je l'avais lu et je l'avais trouvé incroyable. Et c'est devenu un livre qui s'appelle L'homme qui en savait trop. Et la vidéo a fait un... Qui s'est très bien vendu et qui continue à se vendre d'ailleurs, et ce qui me permet de faire des conférences pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et donc cette vidéo, elle marchait très bien. J'ai eu des très bons retours des gens. Les gens étaient très prévenants, des très bons retours. Et le média, suite aux problèmes personnels que tu as eu avec eux, a décidé de la retirer. Donc je n'y suis pour rien, il n'y a pas de complot derrière, et c'est dommage de l'avoir retirée. Je pense qu'on peut la retrouver quand on cherche. On peut la retrouver un peu. Mais elle était à plus de 4 millions de vues, ouais, aujourd'hui on serait peut-être au double. Enfin, c'est complètement débile. Mais bon. En tout cas, je remercie les gens qui m'ont envoyé des encouragements. J'ai eu beaucoup de contacts par mon éditeur. Ceux qui veulent me contacter d'ailleurs peuvent contacter les éditions Massot. Ils me renvoient toujours voilà, c'est toujours mieux que de m'envoyer. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu des échos. Enfin, je sais pas si toi tu as eu ça, mais je pensais pas que on parlerait de ça dès le départ. Mais comme quoi il y avait une censure sur YouTube, etc. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, c'est juste un problème de conflit entre le média. Oui, c'était une manière de se venger contre moi complètement débile. Ça n'avait rien à voir avec le contenu de ce qu'on avait dit. Bon. Voilà. Donc on va faire la suite aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Donc alors c'est toujours compliqué de te présenter, donc j'ai vraiment un problème parce que je n'existe pas, donc. Donc Marc Échinger, 58 ans, tu vis du côté du lac Léman. Voilà. Tu voyages beaucoup. Si je dis que tu es agent de renseignement, ça va? C'est encore le cas, puisque mais on peut renseigner tout en étant connu, et on peut être agent de renseignement et aider, comme je viens de le faire d'ailleurs, simplement en utilisant ces réseaux. Un agent de renseignement, c'est quelqu'un qui accepte d'aller sur le terrain pour collecter de l'information, et pour collecter cette information, il lui faut des réseaux. Ces réseaux, ça s'entretient. Moi, je les entretiens au fil des ans dans tous les pays où j'ai travaillé, et avec toutes les entités avec lesquelles j'ai travaillé. Il y en a eu beaucoup. Et donc, les réseaux, ça fonctionne dans les deux sens. On reçoit de l'information, on en demande aussi, on les échange. L'information, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, beaucoup plus que de l'argent en fait. Et l'information, elle a une vie dans le temps. Et donc, il y a une vie instantanée. L'information, je l'ai avant, les journalistes qui arrivent un peu après et qui l'ont. Pour moi, quand c'est déjà dans la presse, c'est trop vieux. En général, et il faut réagir par rapport à cette information en protégeant les intérêts de ce qu'on vous a demandé de protéger. Alors, tu es aussi auteur de livres. Là, tu prépares un livre qui s'appelle, pour l'instant, le titre provisoire, c'est Noir Pétrole, qui est en gros les liens entre Daesh et... On va en parler, je veux vraiment qu'on en parle, parce que c'est vraiment... C'est-à-dire que ce que tu amènes comme fait, c'est des choses que je lis pas justement dans la presse, et... Le truc, c'est qu'on pourrait dire oui, mais parce que tu as eu... on s'est vu la dernière fois au procès contre BHL, où tu étais témoin pour nous. Et justement, l'avocat de BHL t'avait pris un peu de haut en disant « Mais qui c'est ce type qu'est-ce qu'il raconte ?» etc. J'avais presque envie de lui offrir un livre. Non, mais ce que je peux dire, moi, parce que effectivement, ça peut sembler bizarre pour les gens qui découvrent, c'est que je reçois tes messages sur une messagerie cryptée, et là, j'ai gardé mon iPhone avec moi, parce que
j'ai pu vérifier mais 10 fois, enfin depuis que tu m'envoies des messages, que tu me balances des trucs et 3 ou 4 jours après, ou des fois une semaine après, c'est dans la presse, quoi. Alors je vais commencer par parce qu'on va rentrer un peu dans le dur. Je commence par ton message que tu m'as envoyé aujourd'hui. Tu m'as envoyé ça ce matin et tu m'écris: le Qatar a repris seul, sans intervention turque, la totalité de la gestion, du contrôle et des flux de l'aéroport de Kaboul depuis hier. Et le premier vol avec des étrangers vient de se faire sans encombre. Ça permet au Qatar de tenir les pays occidentaux bien comme il faut sur les flux migratoires. Pour le fret et l'opium, ça ne devrait pas empêcher la Turquie de faire son business. En 10 lignes, tu donnes un éclairage sur ce qu'on a vécu à Kaboul, ce qu'on vit depuis plus d'un mois maintenant, à la fois pertinent, différent, enfin, etc. Alors, c'est comme un journaliste, je vais pas te demander... Enfin, si, je vais te demander, mais d'où tu sors ça? Pourquoi que j'ai des gens sur le terrain, parce que j'ai des gens qu'il faut évacuer encore de cet endroit-là, qui sont ce qu'on appelle les personnes à haut risque. Ils sont à haut risque pour différentes raisons, et pas forcément parce qu'ils ont collaboré avec l'armée américaine ou d'autres armées. Et donc, parce qu'on me demande de les sortir, et dans certains cas, c'est assez poignant, parce qu'on a au téléphone des membres de la famille. Donc, moi, je vends pas un service que, d'abord, je vends pas, c'est parfaitement pro bono, il y a aucun argent là-dedans. Je pense que c'est notre devoir de venir en soutien à ces familles qui sont désespérées. On peut parler d'ailleurs, puisque tu as écrit sur le site de Blast, tu as fait le portrait de Massouda. De Massouda Jalal. Alors, Massouda Jalal, elle était ancienne ministre, elle s'occupait du droit des femmes, et ça a été, je crois que c'était la seule femme à se présenter en tant que femme à la présidence afghane. Elle n'a eu aucun soutien quand elle s'est présentée à la présidence afghane. Tout le monde soutenait Karzai à l'époque, et puis Ghani. Néanmoins, c'est une femme qui est très brillante, dont le mari aussi a été ministre de l'enseignement supérieur, et le mari était vice-président de l'université de Kaboul et prof de droit. Donc, prof de droit dans un pays où on veut la charia, ça veut dire résistant. Ça veut dire que les étudiants en droit à Kaboul aujourd'hui, ils s'opposent aux talibans. C'est une opposition assez stupidement physique parce qu'ils n'ont pas le dessus. Ils savent pas comment grenouiller, monter des réseaux et partir dans l'ombre. Donc il faut leur expliquer, mais ça fait partie du travail qu'il faut faire. Tu parles des talibans? Non, les étudiants en droit. D'accord. S'ils veulent être efficaces, il faut qu'ils aillent dans l'ombre. En frontal contre les talibans, ils feront jamais rien. En revanche, ils seront efficaces dans l'ombre. Mais toi, sur Massouda, comment ça se passe? Alors, Massouda, on me demande de sortir cette famille elle a eu en tout 3 enfants, une fille aînée qui est brillante et qui est aux États-Unis en train de terminer son doctorat, et donc elle était déjà sortie. Elle a un enfant qui est jeune, un fils qui est jeune, et sa cadette à 18-19 ans. Et donc il fallait les sortir tous de Kaboul, un peu en catastrophe. Avec tous les problèmes qu'il y avait. Et donc, pour résumer, il y a eu une extraction de fait. Elle et ses 2 enfants ont pu en profiter, et le mari a raté l'extraction. Il y est toujours. Il y est toujours. Et donc, je lui ai proposé un schéma par la route, en lui disant il y a 80% de chances que ça marche, ce qui est beaucoup. Parce que là, il vit caché, là, en ce moment. Ouais. Il n'a pas le choix. Et il a eu peur de la route. Bon, ce que je peux comprendre, parce que c'est des gens qui sont pas habitués à des situations de ce type-là, donc c'est des intellectuels, ils ont peur de situations un peu à la cow-boy. Et donc par la route, il a eu peur, il n'a pas voulu, et on en est maintenant à voir comment avoir une solution possible. Ça serait de lui obtenir un statut diplomatique, une protection consulaire, quelque chose qui permette de le sortir, maintenant qu'il y a des avions réguliers du Qatar, de le sortir par un avion à Kaboul. Et donc on travaille sur cette solution-là. En 2 mots, pour faire un point sur la situation à Kaboul. Justement, je voulais te demander, parce que maintenant tout passe par les Qataris. Alors, on ne peut plus dealer directement avec... Ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent et qui peuvent faire tourner cette vidéo auprès des Afghans, de la communauté un peu partout en Europe, il est plus possible d'aller vers l'étranger à partir d'un autre aéroport que celui de Kaboul. Mazar-e Sharif n'emmènera jamais personne à l'étranger. Il faut que tous les gens qui veulent quitter Kaboul par avion, quitter l'Afghanistan par avion, aillent à Kaboul. Ça, c'est impératif. Donc le Qatar a la main sur l'aéroport entièrement, et le Qatar tout seul.
Alors qu'il y a encore une semaine, on pensait qu'il y aurait une compagnie militaire privée qui s'appelle Sadat, qui est turque, qui est dirigée par un ancien général turc, qui devait s'occuper d'une partie de l'aéroport de Kaboul. Là, maintenant, c'est que le Qatar. D'où un retour diplomatique du Qatar sur scène, alors qu'il venait de se faire jeter par la première porte avec un gouvernement qui ne correspond pas à leurs demandes. Le premier gouvernement taliban. Le gouvernement taliban d'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui a été mis en place beaucoup plus par l'intelligence pakistanaise. Ça fait 3-4 jours maintenant qu'on a le patron des services pakistanais à Kaboul, qui s'inquiète de la situation et qui essaye de disons, calmer tout le monde, parce que lui, il a dans ses cartes un gars qui s'appelle Haqqani, qui est le patron du réseau Haqqani, qui a toujours une prime de 10 millions de dollars d'ailleurs sur sa tête, et qui est un des plus durs dans la ligne des talibans. Moi, je pense qu'il est un peu psychopathe, mais il faut comprendre que ces gens-là n'ont connu que la guerre, donc ils sont plus du tout sur les mêmes psychologies que nous, et ça explique leurs excès en tout genre. Et dans ce gouvernement aussi, il y en a 3 autres qui seront jamais acceptés par la communauté internationale parce qu'ils ont tellement de sang sur les mains que c'est pas possible. Aucun gouvernement occidental aujourd'hui ne peut reconnaître le gouvernement afghan, taliban qui a été nommé. Aucun. Parce que il y a eu un premier gouvernement qui a été créé au lendemain du départ des Américains, dans lequel il y avait Karzai. Ça a été très surprenant ça, de le voir. Alors, il était question que Karzai soit dedans et Abdallah aussi. Tu peux dire qui sont ces deux? Oui, alors Karzai, parce que c'est celui qui parle le plus, l'ancien président afghan. Et après, c'est une personne qui s'appelle Ghani qui lui a succédé. Karzai, il avait la main sur le trafic de drogue, avec son frère, mais il avait la main sur le trafic de drogue. Qu'est-ce que ça représente, le trafic de drogue? On parle à peu près de 6 000 à 6 500 tonnes d'opium par an. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui produisent de l'opium, l'Afghanistan, la Birmanie, de grandes démocraties. Ça représente quoi en argent, 6 000 tonnes d'opium? 1,5 milliard à peu près. 1,5 milliard en dollars. Là aussi, il faut expliquer à nos amis journalistes et à tous ceux qui sont un peu néophytes, l'idée de sortir cet opium à dos d'âne dans les montagnes, c'est bien pour les images à la télévision, donc au cinéma, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe du tout. 6 200 tonnes d'opium, à peu près la dernière production, c'est par avion que ça part. Donc c'est dans les C-130 de l'armée turque, et depuis longtemps, ça permettait de s'arranger avec les Turcs. Ça va en Turquie. La Turquie a une licence pour transformer cet opium en morphine, donc de façon médicinale, et puis il y a une telle production d'opium que de toute façon le reste, ça se transforme en d'autres produits, et ça vient inonder tous les petits villages partout en Europe de produits dérivés d'opiacés. Et donc ça, c'est un échec énorme et monumental. Ça, c'est sûr. Pour l'Occident, c'est un échec énorme et monumental. De laisser cet opium... oui, et puis même à la base, quand il y a eu l'intervention américaine, il n'y avait pas de production d'opium. Quand ils sortent, il y a 6 200 tonnes. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand on a commencé à irriguer des zones, parce qu'on parle de 250 000, à peu près 230 000 hectares de terres agricoles qui sont destinées à la production de l'opium. Donc ça n'a pas pu se faire dans le dos des Américains ou des Occidentaux. Non, du tout, et ça s'irrigue en plus. Il faut amener l'eau. Et quand on a amené l'eau, moi j'ai bien vu les plans. Mais tu veux dire que l'opium, il y avait moins d'opium en Afghanistan? Il n'y avait pas d'opium en Afghanistan, il n'y avait plus de production d'opium en Afghanistan. L'Afghan, c'est toujours le pays du shit et du cannabis. En 2001, au moment de l'intervention, production d'opium quasi zéro en Afghanistan, parce que les talibans n'en voulaient pas. Parce que c'était pervers, parce qu'à l'époque, les talibans, ils étaient soutenus par l'Arabie Saoudite et le Koweït. Alors qu'aujourd'hui, ils sont soutenus par le Pakistan et le Qatar. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. À l'époque antérieure, on va dire, les talibans, il y avait toujours pas de musique, pas de droit pour les femmes, pas tout ce qu'on veut, ok, mais pas d'opium. Parce que l'opium, c'est un moyen de s'évader. Et on peut pas s'évader d'une prison des talibans. Voilà. La prison, c'est tous les jours. Et c'était ça à l'époque. Et donc, là, ils ont compris que l'opium, c'était de l'argent. Le pays a beaucoup changé, énormément changé, tant en termes de croissance de la population qu'en termes d'infrastructures, etc. On a amené l'eau
un peu naïvement sur des terrains qui étaient difficiles à cultiver, et en se disant, mais ils vont... moi, je me souviens qu'il était question de planter des grenadiers, les arbres, pour avoir la grenade, etc., qu'on faisait du jus avec ça, et que il y aurait de la marge, etc. Bon, en fait, voilà, on a eu de l'opium. Bon. Et voilà, toute cette... Donc, ce que tu sous-entends, c'est que la religion, l'islam, etc., comment dire, ont été balayés par une sorte de réel politique qui veut que l'opium rapporte de l'argent, que les talibans ont besoin d'argent, et que eux-mêmes, donc aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont... est-ce qu'on peut considérer que ce sont des marionnettes aux mains des Qataris et des Pakistanais? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Comment tu décrirais ça? Parce que c'est très clanique. En fait, il y a dedans, il y a du coupeur de route, il y a de la brute épaisse, il y a des gens plus réfléchis et qui sont dans les mains des services pakistanais. Il y a des gens qui ont une vue sur ce qu'ils veulent obtenir, mais aucun ne peut dire « je vais avoir la main sur l'Afghanistan ». Les talibans, aujourd'hui, on parle d'une force armée de 80 000 hommes. L'Afghanistan, il y a 30 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est pour ça que ça sera extrêmement dur dans un pays de montagne et tout ça, que les talibans arrivent à contrôler le pays. En plus, c'est un pays qui a perdu la notion de gouvernement central. Donc chacun a envie de faire ce qu'il veut dans sa province. Toi, d'après tes connaissances, comment ça se passe il y a eu une première tentative de gouvernement avec Karzai, puis ils ont pris Karzai. Ouais. Donc ils sont dans un gouvernement beaucoup plus taliban, quoi, sans civil, enfin avec aujourd'hui. Voilà, oui, c'est un gouvernement qu'ils appellent un gouvernement de transition, et ils n'ont pas le choix parce que personne ne le reconnaîtra. Moyennant quoi, il n'y a pas grand-chose qui marche. Est-ce que Karzai, par exemple, craint pour sa vie aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui, ouais, ça c'est clair. En fait, dans le premier round, on va dire, Karzai était membre du gouvernement. Et lui, il est resté à Kaboul, il a des enfants assez petits, et il disait, mais moi, ma sécurité est assurée par les talibans, j'ai pas de raison de partir, ce sont mes amis, voilà, enfin, on va vivre ensemble. Et en fait, l'étranger s'en va, mais nous, on continue à vivre ensemble parce qu'on est chez nous. À la limite, pourquoi pas. Sauf qu'il a perdu le contrôle et qu'il n'a plus de soutien, et il n'a plus la sécurité des talibans qui lui ont dit, maintenant, on te considère comme un agent étranger et tu dégages. Et donc il y a 2 autres personnes qui sont dans le même cas que lui, et depuis ça, il est parti dans le maquis, on va dire. et lui, il n'y a pas le soutien des Qataris, alors? Ah non, là, lui, non, voilà. Il a le soutien de personne. Et maintenant, il est un peu isolé. Il est un petit peu isolé. Mais ça reste quelqu'un qui a de l'argent, qui a des relations, qui connaît bien les circuits de la drogue, donc à réfléchir. On a l'impression quand même que le pays est très mafieux, quoi. Enfin, toi, tu parles de clan. Un bel exemple qu'il faut donner quand même, que les gens ne savent pas. Après Karzai, il y a eu un président qui a été élu, qui était soutenu par la communauté internationale. Hein. Mais de partout, il faisait des conférences, il était à Davos, c'était le monsieur anticorruption, le monsieur qui allait redresser l'Afghanistan, c'était la solution, et il s'appelait Ghani. Et monsieur Ghani, en 2008, il sort un livre qui s'intitule « Reconstruire les États en faillite ». Et il a une fille qui est plasticienne aussi, qui s'occupe beaucoup des droits de l'homme. Enfin, c'est une famille vraiment magnifique, hein, il n'y a pas de souci. Je sens un peu d'ironie dans le propos. Oui, un petit peu quand même, parce que Ghani, ça a été le premier à partir. Ouais. Avec combien, un paquet? Alors, 169 millions de dollars en cash, en billets de 100, ce qui représente, faut voir que 50 millions, c'est 650 litres et une demi-tonne. Donc, voilà, 169 millions, il a rempli 4 voitures, donc on est bien on a pu croiser les informations. Alors non, il a fui par avion. Il se trouve au Koweït. Lui, il nie avoir pris l'argent, mais il y a plusieurs témoins, y compris les responsables de la Banque centrale, qui ont confirmé. Il y a aussi l'ambassadeur afghan qui est au Tadjikistan qui a confirmé. Donc cette information est parfaitement réelle. Et le personnage, de toute façon, moi j'ai aucun doute dessus. Et il va falloir essayer de récupérer cet argent, au moins pour aider les réfugiés. Il n'y a pas de raison que M. Ghani s'embourbe 169 millions de dollars. Et qui peut faire pression pour ça sur le Koweït? Alors, il faut faire pression sur le Koweït, faire en sorte que Ghani soit expulsé du Koweït et qu'il rende l'argent. Mais les Français, les Européens, les Américains?
on a besoin de fonds immédiats pour aider des réfugiés et pour aider des gens à quitter le pays. L'argent, il y a 169 millions chez Ghani. Si personne ne sait comment aller le chercher, c'est dramatique. Ouais. Donc moi, je suis sûr qu'on va trouver. Parce que là, je reviens, mais Qatari, tu sais bien, donc tu as témoigné pour nous au procès, tu connais bien l'enquête qu'on a menée sur ce qu'on a appelé le Qatar Gate. Donc, si tu veux, sans dévoiler beaucoup de secrets, on continue évidemment à y travailler, le fait que le Qatar soit devenu aussi présent à Kaboul et exerce une telle influence sur ce qui s'y passe, change la donne au niveau géopolitique aussi. Bien sûr. Y compris pour nous, avec nos petits bras ici à Blaise, quand on enquête sur le Qatar. Avant cette histoire, c'était plus facile qu'aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que le Qatar était... moi, je connais mal tout ça, donc je m'excuse si ma question est naïve, mais est-ce que le Qatar était très présent à Kaboul? On sait que les Américains, par Trump, ont dit qu'ils partaient. En fait, comment ça s'est joué en coulisses? Le Qatar, ils étaient surtout très présents chez eux à Doha parce que c'était facile, et ils hébergent chez eux à Doha l'international terroriste. Donc, n'importe quel mouvement terroriste musulman et rattaché à ces là trouvera porte ouverte à Doha, n'importe lequel. Et ils arrosent tout le monde. Qu'ils soient chiites, sunnites, c'est pas le sujet. Tous, ils y vont. Est-ce que le Qatar finance le Hezbollah? Oui, large, pour des gros montants. Est-ce que le Qatar finance du Boko Haram ou ISWAP, d'autres mouvements? Oui, voilà. Donc, tous, ils y vont. Et tous, depuis très longtemps, les talibans, ils étaient à Doha depuis très longtemps. Et le premier gouvernement, les gens qu'on voit là aujourd'hui, c'est des gens qui sont à Doha depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est des gens qui discutent déjà depuis... Donc, ils ont vu, quand les Américains sont partis, ils ont commencé à faire un travail parce que c'est pas spontané quand même, ces gouvernements, le premier, le second, etc. Il y a bien des types qui pensent, des chefs d'orchestre. On est avec des baronnies. Et donc, les barons s'imposent autour de la table. Puis, ils ont gagné. Mais maintenant, il faut un chef, il faut un patron. Et dans tous ces pays-là, c'est difficile. Dès qu'on est dans le tribal, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a le problème en Libye, en Irak, etc. C'est du tribal. Et donc, les chefs de tribu, ils défendent leur tribu, mais pas seulement. Ils défendent... Alors, il y a des Pashtuns et il y a des Tadjiks, il y a d'autres ethnies, il y a les Hazaras. Et donc, tous ces gens-là essayent de s'en sortir et se disent, mais si c'est tel baron qui prend le poste de numéro 1, qu'est-ce que j'ai en échange à montrer à mes gars, moi? Voilà. Et donc, tout le monde veut être le numéro 1. Et là, on a vraiment l'impression que le Qatar est très influent, quoi. Très influent. Et puis, on voit une claque monstrueuse qui est mise à l'oncle Sam, avec les États-Unis qui s'en vont d'une manière pathétique, il n'y a pas d'autre mot. Et là, qu'on soit pro-américain ou pas, même au Pentagone, tout le monde est écœuré de la façon dont ça s'est passé. Il y avait moyen de faire autrement, une fois que Trump avait signé. Oui, il y avait moyen de faire autrement, ça c'est sûr. On voit aussi que l'armée afghane a délibérément laissé son matériel et a abandonné le terrain délibérément, donc avec un accord. Des Américains ? Avec un accord avec les talibans. Oui, je sais, mais ils ne pouvaient pas, parce que les armes aujourd'hui, les armes sont américaines, les jeeps, ils ont fait sauter quelques trucs. Oui, mais quand l'armée afghane pouvait s'opposer aux talibans, au lieu de s'opposer, ils ont déposé les armes en disant... Tu veux dire qu'elle était déjà noyautée par les talibans ? Ouais. À l'insu des Américains ? Moi, je pense qu'il y a eu, et on le verra, on a déjà des bribes d'informations sur le deal qui a été passé entre les talibans et l'armée afghane dans le dos des Américains. C'est-à-dire que les Américains se sont fait enfler par l'armée afghane qu'ils ont entièrement financé, monté, entraîné, etc. Et qu'à un moment, dans la hiérarchie de l'armée afghane, il y a des gens qui ont joué double jeu. Par exemple, les forces spéciales afghanes étaient parfaitement compétentes, ont été formées aux États-Unis. Ils avaient un niveau qui était très élevé. Ils auraient pu affronter les talibans. Ils ont demandé des renforts en munitions, ils ont demandé de l'aide, un soutien logistique, etc. Ils n'ont rien obtenu
de leur gouvernement, ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu, aucun suivi, ni rien du tout. Donc forcément, ils sont obligés de partir. Mais le fait de... C'est délibéré, enfin. Oui, ça a été organisé. Tu peux pas me dire comment dire, le fait de rien obtenir, les Américains, comme les hiérarques afghans, savaient très bien que s'ils ils n'armaient pas leurs soldats, tout ça allait finir en poussière. Ouais. Ou alors ils avaient la naïveté de croire je pense que les États-Unis ont mal jugé la trahison. Ils n'ont pas compris qu'une partie des décideurs afghans était en train de leur tirer dans le dos. Et ils ne pensaient pas que l'armée afghane allait se retrouver dans une situation où, en fait, une partie non négligeable était en train de les trahir. Alors, et voilà. Dans ce que moi je considère comme une fiction, mais peut-être tu ne seras pas d'accord, on essaie, enfin j'ai lu plusieurs papiers là-dessus, les chaînes tout à fait en ont parlé. En gros, l'argument selon lequel les talibans seraient nos alliés pour lutter contre le terrorisme et contre Al-Qaïda. On est en plein délire total. Est-ce que tu peux expliquer Parce que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui s'appelle Haqqani. Il est pro-Al-Qaïda. Il est pro-pakistanais, il est soutenu par le Pakistan, d'accord, Al-Qaïda aussi. Donc c'est lui qui a 10 millions de dollars sur sa tête en prime, et il n'a jamais cessé de soutenir Al-Qaïda dans son combat. On a vu aussi des membres de haut niveau d'Al-Qaïda déjà faire le trajet du Pakistan à l'Afghanistan, ils sont rentrés chez eux. Mais lui, Haqqani, il est visible, Oui, mais pendant longtemps, on l'a cherché. Non, mais maintenant qu'il est visible, les Américains, avec leurs drones et tout, on en a vu, ils en ont zigouillé quelques-uns. Pourquoi lui, il est protégé de sortir de l'Afghanistan d'une manière honteuse. C'est compliqué de dire on revient, et et le ministre de l'Intérieur qui vient d'être nommé, qui demande la légitimité internationale, il est protégé par ce nouveau statut. Il n'est pas reconnu, mais il y a une ambiguïté. Comment faire pour protéger les gens qu'on doit sortir ? Priorité. Ne pas reconnaître ce gouvernement, mais essayer de ne pas avoir une crise humanitaire d'enfer. Voilà. Et gérer ces gens-là. Dans le temps, moi je pense que les talibans vont se désagréger et s'entretuer. Mais ça va prendre du temps. Parce qu'ils veulent tous être le numéro 1. Et ils ont un esprit tribal. Donc il n'y aura jamais de reconnaissance d'un gouvernement central. Jamais. C'est ça qu'il faut jouer. En attendant, on a des gens à sortir. Mais là, je reviens au Qatar. Il y a les Pakistanais, on peut parler aussi des Pakistanais, mais les Qataris aujourd'hui qui gèrent l'aéroport de Kaboul, par exemple, ça veut dire qu'ils sont très influents, que ce sont eux l'unique référent avec les Pakistanais. Ils financent les talibans. Les talibans, faut voir, l'Afghanistan, ça marchait avec un budget d'à peu près 19 milliards de dollars par an, budget national. Bon. La drogue, c'est 1,5 milliard. Bon. Donc même s'ils ont la main sur la drogue, il leur manque 17 milliards en gros. Il y a des gisements. Alors là, c'est amusant d'en parler parce que bon, j'entends le lithium. Le lithium. Là, tu vas casser. Alors, voilà, je vais. Voilà, il y a plein d'articles là-dessus. Alors, ça me fait penser à la mine d'Imoarem qui contenait soi-disant de l'uranium au Niger. Petite parenthèse, elle était valorisée 1,3 milliard dans le bilan d'Areva. Aujourd'hui, c'est valorisé 0. Donc, il n'y a jamais un dé à coudre qui est sorti de ce gisement, et c'est impossible de le sortir. Le lithium, il ne suffit pas d'en avoir des traces. Il faut que ce lithium il soit concentré à un endroit. Oui, il faut l'extraire. Dire qu'il y a eu des tas d'articles dans des hebdos en France et dans des journaux économiques disant que en Afghanistan, il y avait des plus gros gisements de lithium au monde et que la demande en lithium allait être décuplée dans les années qui viennent et que ce serait sans doute une manne pour les Afghans et que les pays européens, etc., avaient besoin de dealer aussi pour récupérer ce lithium qui est très important. Depuis 20 ans qu'on est là-bas et que j'en ai vu, mais de toutes les couleurs de business plan, de trucs, on n'a pas sorti de lithium, d'accord ? Les Russes étaient là-bas avant. Les Russes, en géologie... Mais il y avait moins de batteries il y a 20 ans. Ils touchent leur bille en géologie, ils savent, les Russes, ils savent où est la richesse. Alors dis-moi, toi tu dis qu'il n'y a pas de lithium, mais pourquoi il y a eu tous ces papiers sur le lithium ? Je dis, est-ce qu'il y a du lithium exploitable économiquement, qu'on puisse sortir ce lithium ? Ça, je demande à voir. Parce que s'il y en avait... on aurait trouvé le moyen de le sortir, si c'était possible.
Bon. Et on aurait eu une source de revenus. Et comment tu expliques les dizaines d'articles en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, sur ces gisements de lithium? Mais des articles comme ça sur du pétrole qui va couler, mais le pétrole aussi, tout ça, il y a des milliards, tout ça, ça fait partie des fantasmes. Des fantasmes que les gens y a bien une explication. Ressassent tout le temps. Mais parce que on les colporte. On les colporte. Je donne un exemple. On me dit, mais voilà, on va voir les Chinois. Et quelqu'un qui connaît de quoi il parle, qui me dit, voilà, les Chinois vont construire un pipeline qui va aller de l'Iran, il traverse l'Afghanistan et il va dans l'Est, à la frontière chinoise. Sur le papier, et la ligne, elle est tracée toute droite. Sur le papier, OK. Ça a un peu de sens. On va se dire, bon, pourquoi pas. Alors les Chinois, ils prennent le contrôle de Bagram, ils sont là, et c'est le seul à reconnaître le Golan, parce qu'ils ont ça en tête. Avoir le pétrole iranien. Bon. Maintenant, quand on sait comment il faut poser un pipeline, qu'il faut des pompes tous les 100 km pour aller pousser le brut dans le pipeline, qu'il faut évidemment alimenter ces pompes en énergie, qu'il faut que l'huile qu'il y a dans le pétrole qu'il y a dans le pipeline, il y a de la cire dedans, il ne faut pas que la cire cristallise, sinon ça fait un bouchon. Et donc il faut le chauffer. Donc tu dis c'est pas possible. Alors je dis oui, on peut imaginer comme ça, mais d'abord c'est pas en ligne droite, c'est un pays de montagne, c'est un pays où l'hiver ça descend en dessous de zéro, et c'est un pays où il va falloir enterrer ce pipeline, réchauffer, avoir des stations tous les 25 km pour aller réchauffer l'huile, et que ça arrive au bout. Ouais, je comprends. Une fois que ça arrive au bout, il n'y a rien. Dis-moi, tu parles des Chinois, ils ont quelque intérêt en Afghanistan, ils commencent à regarder ça, oui, ils sont partout. Alors les Chinois ont un intérêt, ça fait un petit moment qu'ils essayent de travailler sur l'Afghanistan. Ils regardent s'ils vont prendre le contrôle de Bagram ou pas, mais ils ne s'engagent pas pour le moment. Mais comme c'est des diplomates et qu'il n'y a que le business qui compte, ils ont du bout des doigts concédé que le gouvernement actuel, ils ne l'ont pas reconnu vraiment, mais bon, non, c'est ce que j'allais te dire. Ça leur va. Et voilà. Poutine et les Russes, c'est un peu. Alors non, pas trop quoi. Enfin, bah oui, mais c'est un peu la surprise, et donc Poutine attend d'eux qu'ils soient un peu civilisés, donc ça peut prendre du temps. Ouais. Et dis-moi, je reviens au Qatar et aux terroristes. C'est quoi cette diplomatie qatari, quoi ? Comment est-ce que... peut-être tu n'as pas de réponse, mais c'est quand même assez magnifique, indépendant. Mon jugement n'est pas du tout moral, hein, c'est une horreur morale, mais c'est une incroyable réussite politique et diplomatique de reprendre la main. C'est la puissance de l'argent, c'est la puissance de l'argent, indéniablement. Un Qatar, un tout petit pays, donc qui se sent menacé ou d'une famille... C'est quoi, 3 millions d'habitants, c'est vraiment le gaz, un appendice. Riche du gaz. C'est que du gaz, et c'est vraiment un appendice. Donc petit pays... du gaz et Lionel Messi, et le football. Et qui se sent menacé depuis longtemps, et qui est sous la coupe d'une famille, dont la chère Hamosa, la mère de Al-Thani actuelle, de mère en fils. Leur idée, c'est de financer les mouvements terroristes, islamistes, en sous-marin. Et donc, ils ont commencé, au moment où ils finançaient l'armée française pour qu'elle intervienne en Libye, ils ont financé aussi les islamistes pour qu'ils descendent sur le Mali. Ça, on l'a documenté par les documents qu'on a récupérés. Ça sera encore plus documenté par la suite. Ça sera encore plus documenté par la suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que je pense qu'au-delà de fin septembre, on devrait pouvoir sortir des documents. Il y a toujours des tractations autour de ces documents, mais je confirme que ces documents sont tout à fait véridiques. D'abord, une des façons de le prouver, c'est de regarder le code barre qu'il y a en haut des lettres, qui permet d'authentifier. Oui, parce que je m'excuse pour les gens qui ne nous suivent pas, parce que là, on parle des documents que Blast a sortis. Et toi, tu n'es pas intervenu dans un premier temps, mais Thierry Gadot a fait appel à toi, puisque vous vous connaissez bien, pour vérifier tout ça. Voilà. Tu as participé à leur expertise. On en a parlé tous les deux, puisque moi aussi, comme je suis le directeur de cette publication, j'ai une responsabilité juridique. Donc, c'est pour ça que tu es intervenu au moment du procès, etc. Tu es intervenu parce que Bernard-Henri Lévy nous a fait ce procès, puisque
que nous, on a sorti un document qui montrait que les Qataris avaient la volonté de le financer et ont écrit, ont posé une somme, etc. Et lui a dit que le document était un faux. Et donc, il y a un débat autour de ça et on va avoir la réponse bientôt, d'ailleurs. Voilà, donc on va respecter la décision des juges. Simplement, moi, ces documents, je les ai transmis. Ces documents concernent différents pays. Donc, je les ai transmis au service des pays concernés. Parmi les pays, il y a les États-Unis, le FBI, le juge Garcia, il y a la Suisse. Pourquoi tu parles du juge Garcia? Parce qu'il s'occupe de la Coupe du Monde de football. Voilà, c'est le juge aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont été lésés et c'est Voilà, et c'est lui qui a fait une grosse partie de l'enquête sur la corruption de la FIFA quand même. Ouais. Parce que dans les documents, on a aussi sorti des documents qui montrent là d'une manière assez implacable et tout le monde l'avait écrit, mais jamais personne n'avait livré de documents précis voilà, sur cette corruption-là. Et il y a aussi Israël qui a son lot de documents. C'est-à-dire que des hauts responsables politiques israéliens ont été financés par le Qatar. C'est la première fois, soyons très clairs, depuis 1948, c'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Je suis un peu solennel, mais je pense que c'est assez grave et donc il faut le souligner. Depuis 1948, c'est la première fois qu'Israël a été infiltré par un pays arabe et au plus haut niveau. Ce qu'il faut dire, parce que là, tu vas sur un terrain, on va dire, moi je veux bien qu'on y aille, hein. Je suis en première ligne aussi, enfin on est en première ligne là-dessus. Il y a énormément de pression, on a subi énormément de pression de cet été, parce que nous, petits sites d'information, face à des grands journaux, etc., on n'a pas été repris du tout par les grands journaux. On a eu une plainte en diffamation. Tout le monde nous observe. En coulisses, on nous dit c'est incroyable ces documents, etc. Pour l'instant, moi, je ne peux que attester de l'authenticité de ces documents, en particulier grâce à toi. Et on est en ce moment dans une sorte de période interlope où chacun s'observe. Et c'est vrai que les pressions sont fortes, les menaces sont fortes parce que d'autres documents existent énormément, et que comme le Qatar est en train de gagner cette bataille diplomatique en Afghanistan, les gens prennent peur, en particulier les informateurs, les gens autour de nous, donc c'est très tendu, quoi. Il faut en fait être ami avec le Qatar, mais il faut aussi comprendre, ami avec le Qatar, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir des réfugiés partout, parce qu'on a besoin de l'aéroport de Kaboul, parce que voilà, donc il y a une urgence du moment. Bon. On pensait que le Qatar serait sorti de la scène diplomatique, ils reviennent, mais ça tient à quelques jours. Hein. Il y a 3 jours, le Qatar, il était sorti de l'aéroport de Kaboul, ça y est, c'était fini. Il perdait ses hommes. Le gouvernement qu'on a là, c'est un gouvernement qui n'est pas forcément pro-Qatar. Hein. C'est difficile de mettre le curseur. Mais en tout cas, le Qatar revient, ils ont l'aéroport qui est une infrastructure majeure dont on a besoin, donc il faut être gentil avec le Qatar. Voilà. Donc on ne peut pas publier des choses officiellement contre le Qatar. Voilà. Non, mais là, la position du gouvernement français aujourd'hui vis-à-vis du Qatar, c'est de dire « Oh, mais embrassons-les, nos amis ». Voilà. Et ils n'ont pas le choix parce qu'il y a ça. Ouais, mais ça n'empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur le passé, de regarder ce qui s'est fait. Et pour d'autres pays qui sont terriblement menacés s'il y a une affaire de corruption. Israël, c'est 8 millions d'habitants entourés de 300 millions d'Arabes. Ça n'a pas changé, cette situation-là. D'accord ? Il y a 2 fronts majeurs. C'est le front libanais et le front de la bande de Gaza. C'est les 2 fronts majeurs. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait un 3e front intérieur parce que le pays a été infiltré. Et parce qu'il y a une corruption qui fait que on se retrouve... Comment on explique qu'il y a eu 4500 roquettes envoyés sur Israël lors du dernier conflit, 4500, ça ne se fabrique pas tout seul, il faut de l'argent derrière. Comment cet argent-là est arrivé ? Parce qu'à la base, fondamentalement, il y a eu un problème de corruption qui a fait que ça a dérapé. Mais je reviens sur le financement du terrorisme et sur la politique qatari, la politique diplomatique et la manière dont ils utilisent le football.
ce qu'il faut dire, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est au même moment où ils finançaient, enfin où ils aidaient l'armée française, ils finançaient, ça on l'a documenté, on a mis les chiffres, enfin etc. Il suffit d'aller sur le site pour le voir. Ils finançaient ce qui va devenir d'ailleurs Al-Qaïda. Enfin c'est vraiment des gros terroristes, quoi, des types qui ensuite vont aller au Bataclan. Enfin c'est les mêmes réseaux, quoi. Donc c'est déjà un peu dément, quoi. Aujourd'hui on fait un procès énorme. Enfin heureusement qu'il est là, heureusement qu'on a une démocratie, heureusement qu'il y a ce procès et tout, mais on oublie qui y a derrière. D'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il y a toute la question aussi du pétrole, de Daesh, etc. Voilà, ouais. Mais alors, ce que je voulais te dire, c'est après on parlera de ça, mais ce qu'il y a, c'est que le football là-dedans, c'est-à-dire qu'au même moment où ces types financent des terroristes, les mêmes, c'est-à-dire les mêmes ministres, les mêmes princes du désert, le président du PSG, enfin, etc., financent le foot et viennent faire des sourires à Canal+, alors, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, les dessous des cartes. Hein. Bon. D'abord, une chose qu'il faut faire, et c'est pas tous les jours sur Blast qu'on peut le faire, on va rendre hommage aux services de police et à l'OCLESIF en particulier qui s'occupent de l'anticorruption parce qu'ils ont un travail très dur, pas beaucoup de moyens, c'est ingrat, ils sont extrêmement rentables parce qu'ils font rentrer de l'argent quand ils ont des enquêtes qui marchent, et c'est eux qui reçoivent les Qatar Papers et qui transmettent au procureur et ils ont ce qu'il faut. Bon. Oui, mais le procureur, il a pas, pour l'instant, il montre pas. Alors, qu'est-ce qui parle de Rémietz. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'information est remontée. On voit que le procureur général du Qatar, qui était l'ami proche de Rachida Dati en 2009, qui était le monsieur anticorruption du Qatar, qui a des hôtels particuliers à Paris et une propriété à Colonie à Genève, ce monsieur-là est viré par le Qatar. Il est même emprisonné, on parle du même. Alors, non, il n'a pas été emprisonné. Le procureur général du Qatar, non, il n'a pas été emprisonné. Il a été viré, c'est le ministre de l'économie. Voilà. Et ça, c'est 2 semaines avant l'arrivée de Messi au PSG. Ouais. Non, mais il n'y a pas de alors, il n'y a rapport. aucun rapport entre du côté, tiens, on donne un coup de bâton en disant... Non, mais là, tu parles du PSG qatari, tu parles pas de la France, là. On parle du procureur général du Qatar. De Doha. Voilà, de Doha. Qui était le monsieur anticorruption de Doha, qui avait des liens avec la France, qui a été l'ami de Rachida Dati jusqu'à une certaine époque, et cette personne-là se fait virer parce que il y a des informations qui ont fuité, parce que c'est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que il fallait faire quelque chose. Tu parles de nous là, les informations qui ont fuité. Bien sûr, non mais c'est pas anodin. Je veux dire, enfin bon. Quand on donne des documents importants et que ça remonte, à un moment, ça réagit. Donc ça réagit plus ou moins comme on peut, mais ça réagit. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. Mais ce qu'il y a de dingue... Et pour finir, et donc il démissionne, etc. Et 15 jours après, ça fait quand même sourire de voir le président du PSG, qui a sa signature sur beaucoup de documents compromettants, embaucher Lionel Messi. Alors qu'on sait les documents, ils ont été transmis depuis longtemps. Donc, ok, c'est... Voilà. Il n'y a pas eu de... Je pense qu'ils seront publiés. Écoute, entre les deux événements, je ne vois pas le lien. Tu veux dire c'est... Mais je pense que le président du PSG a eu l'intelligence de faire quelque chose et de donner au bon peuple du pain et des jeux. Voilà. Et donc de signer le contrat de Messi pour que ça fasse un contre-feu et qu'on parle, qu'il y ait moins de risques quand on va parler de lui. Parce que ça, écoute, on va documenter, on va vérifier tout ça, mais je croyais que tu allais me parler, parce que ce qui s'est passé avant la démission du procureur général de Doha, c'était l'incarcération du ministre de l'économie, qui était cité dans les documents. Ça, c'est complètement lié. C'est lié. Bon, on n'en dira pas plus. Et il est toujours en prison, lui, parce que j'ai pas vérifié. Je pense que ça va pas très bien pour... En fait, on est dans un système qui est fabuleux parce que le Qatar est tellement une dictature, les gens ont tellement peur de l'autorité d'une famille, que dès qu'un ordre est donné de donner de l'argent à quelqu'un, ça sort de la banque centrale, c'est documenté par une lettre. Les gens ont tellement peur qu'on les accuse d'avoir volé 1 euro, c'est documenté. Donc on a une belle lettre de la personne à qui on a donné l'ordre et qui dit « j'ai donné l'argent, c'est tel montant, c'est sur tel compte, c'est à telle agence, c'est du cash, c'est ceci, c'est cela, et ça se fait à telle date » et il signe, etc. Et il y a un code barre de la lettre
Et après, celui qui reçoit, pareil, il refait une lettre et j'ai reçu de la... Je sais. Et comme ça, on peut faire tout le chemin. C'est ça qui est fabuleux. Mais tu as peut-être Et ça, c'est le système britannique aussi de documentation administrative qu'ils ont repris. Et ça paraît dingue. Mais il faut comprendre que dans ce pays-là, les gens peuvent être accusés et avoir un procès bidon si on pense qu'ils ont volé l'État qatari, enfin la famille. Donc voilà, donc ils documentent tout. Non mais d'accord, je sais tout ça, mais tout à l'heure tu as évoqué le parquet, enfin l'Office de lutte contre la corruption, qui récupère ces documents, avec qui tu es en contact, on peut le dire. Oui, il n'y a pas de souci. Et comment réagit le parquet de Paris ? Pourquoi est-ce que la justice s'est saisie de ces documents, etc. Parce que le parquet national financier, pour l'instant, on a des échos, mais on n'en sait guère plus, quoi. Je veux dire, on a l'impression, c'est quand même énorme ce qu'on a sorti. Oui, bien dans sûr. une démocratie. On doit s'emparer de ça, et puis on doit poser des questions. Il faut bien comprendre les choses. À Bernard-Henri Lévy, à Michel Platini, à Carla Bruni. Comment ça se passe ? Quand Blast publie les 5 premiers documents et que BHL porte plainte, il y a donc ce procès, et le rendu du procès, c'est le 22 septembre. Dans cet intervalle de temps, le parquet a été informé des autres documents qu'on a pu recevoir et qui ont été validés, notamment par des pays étrangers aussi. Bon. Le parquet et le procureur, il ne peut pas se porter acquéreur. Il y a 3900 pièces juste pour la corruption de la FIFA, donc c'est beaucoup, d'accord ? Il ne peut pas obtenir ces pièces-là et les valider avant que la décision du tribunal soit rendue. Imaginons que le tribunal dise non, c'est BHL qui a raison, ça n'arrivera pas. Enfin, on ne va pas préjuger de la décision du tribunal, on va respecter ça. Le procureur, il serait dans une situation difficile. Donc, il va attendre le 22 septembre, et le 22 septembre, il aura le choix de se porter acquéreur, le choix, si la décision du tribunal va dans son sens, de se porter acquéreur des 3900 pièces ou pas. D'autres pays pourront le faire aussi. La décision aura été rendue. Donc, voilà. Là, quand tu dis qu'on ne sera pas condamné, moi, il y a toujours une incertitude. Il y a toujours une incertitude. Il ne faut pas préjuger. Il faut pas préjuger des faits. Simplement, j'ai noté que le tribunal a jugé bon de laisser l'article en ligne, de laisser le document en ligne, alors que la partie adverse demandait le retrait sous astreinte de 3 000 € par jour, je ne sais plus exactement, de ces documents. Donc moi, je pense disons qu'il y a une compréhension et le fait que d'autres pays se soient fortement émus de ces documents, ça joue aussi. Donc on verra. Moi, je n'ai qu'une seule, vraiment qu'un espoir, c'est que tout soit publié dans la totalité. Par des livres, qu'on fasse des livres avec ces documents-là, que ça serve aux historiens, que ça serve aux journalistes, que ça serve à la diplomatie internationale, et qu'on dise « mais plus jamais ça ». Non, mais c'est très compliqué parce que ça va ébranler, ça peut ébranler jusqu'au Qatar, quoi, parce qu'ils ne vivent que de la corruption. Donc tout est corruption, à commencer par le football qui leur sert beaucoup aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est complètement délirant de faire cette Coupe du Monde au Qatar. Mais là, quand tu discutes avec des footeux, tu leur dis, mais quand même, si on prouve qu'il y a une corruption, que des tas de types ont touché du blé, ce qu'on sait, j'espère qu'on va bientôt le documenter, là, il est peu probable compte tenu de... Et moi j'aimerais qu'on l'annule, cette Coupe du Monde au Qatar. Mais il est peu probable que... On va expliquer à nos auditeurs un peu l'impact que ça peut avoir avec l'impact de la guerre en Libye. Quand la France intervient sur la base de la résolution 1973 de l'ONU, c'est-à-dire c'est la responsabilité qu'on se reconnaît d'intervention parce qu'il faut protéger la population. Bon. On dit la population est menacée, ce qui était faux. Kadhafi n'a jamais eu envie de tuer sa population. Les bains de sang, etc. Voilà, c'était faux. Okay, la population est menacée, donc on intervient en bombardant Roubi et Torbi, et on dépense les 300 millions, et le chiffre est important parce qu'il est documenté, que le Qatar paye pour qu'on intervienne. Les dépenses militaires de la France en Libye ont été payées par le Qatar. Bon. Il se trouve que si on regarde les dépenses militaires de nos amis britanniques qui sont intervenus avec nous au même moment, on est exactement sur le même montant.
Mais eux n'ont pas été financés par le Qatar. Alors, ils ont J'en pas sais fait rien, ça. à moins que tu me l'apprennes. Voilà, donc ça n'est pas gratuit. Donc on a exactement le même montant du côté britannique et du côté français. L'ironie des choses, c'est que on a dépensé 300 millions d'euros en France, 300 millions d'euros équivalents du côté britannique, pour détruire le pays, d'accord, pour détruire la Libye. En revanche, la reconstruction, que dalle. Rien. 13 fois moins pour les Britanniques. Rien. Je pense aussi au patron de la Secopex qui s'est fait tuer. La Secopex. La Secopex, c'est une société de sécurité qui intervenait dans la zone de Benghazi, etc., qui était intervenue en Libye, qui s'est rendu compte qu'on était en train de soutenir des islamistes et qui a eu la bêtise d'aller à l'Élysée, a sonné à la porte de l'Élysée, il voulait voir le chef de cabinet, etc., pour dire « Mais attendez, moi j'étais en Libye, j'ai vu qu'il y avait des islamistes et tout ça. » Il est revenu en Libye avec un ancien collègue, Pierre Martinet, et donc le patron de la Secopex s'est retrouvé le ventre à terre et il s'est pris une balle dans le dos. Ouais. On aurait pu au moins... Tu veux dire, c'est les Français qui ont... C'est pas les Français qui l'ont tué, c'est les gens qui savaient très bien qu'il était en train de poser un problème sérieux, qui ont fait en sorte que... je me souviens de cette histoire. Voilà. Bon. Dis-moi... donc on va avoir du respect pour la famille, mais malheureusement, il n'est pas mort comme il aurait dû. On aurait pu au moins lui donner une mort un peu plus honorable. Et le fait est, c'est qu'on savait très bien qu'on était en train d'armer des islamistes et d'entraîner des islamistes. Et pour preuve, il y en a un qui, en 2020, a commis des attentats aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il a tué 3 personnes à coups de couteau. Quand il est passé au tribunal au Royaume-Uni, et il a avoué à la cour que la formation qu'il avait eue en Libye, c'était par des représentants du COS, des Français. Le COS ? Oui, des forces spéciales françaises, voilà. Et donc, il y avait 3 unités, 3 pays qui travaillaient à former les gens qui devaient destituer Kadhafi. C'était les forces qataries, les Britanniques et les Français. Tu vois, Marc, j'avais pensé qu'on allait faire cet entretien, que j'allais pouvoir remonter sur tous tes SMS. Oui. J'en ai fait qu'un. Ah oui, déjà beaucoup, voilà. Non, mais il y a un truc dont je voudrais... Mais tu sais, on va refaire un entretien quand tu reviendras de Paris et tout, c'est trop intéressant. Et je trouve que c'est une bonne formule, parce que ça permet de faire comprendre aux gens un peu les coulisses de toutes ces histoires. Mais je voudrais qu'on parle de Daesh et du pétrole, parce que ça concerne... Venons-en. Ça concerne des sociétés françaises. Je voudrais qu'on parle de Ruby, de Lafarge, de comment Al-Qaïda est financé, parce qu'il y a le procès en ce moment. Absolument. Et comment dire, en parlant avec toi, puis en me renseignant, je me suis rendu compte qu'on peut aussi expliquer les attentats par cette histoire. Bien sûr. Juste pour que les gens comprennent bien. On a des gens qui viennent d'Égypte, qui passent en Libye, qui sont des islamistes. On voit des gens d'Al-Qaïda qui sont avec eux. Et on va leur fournir des armes. Le circuit des armes va se faire par une société qui s'appelle Turi Defense Service, qui va fournir des armes des États-Unis au Qatar et du Qatar en Libye. Donc on sait que ces armes-là, c'est organisé, ça c'est le circuit américain qui a été organisé pour fournir des armes aux islamistes. Et l'idée c'était, on va éliminer Kadhafi et ça ira mieux après, on va se débrouiller. Bon, et ça tourne mal. Donc, le général Flynn, qui dirige les renseignements militaires à l'époque, se rend compte de tout ça, se rend compte du désastre. Il se rend compte que ces armes sont en train de partir en Syrie. Et que les islamistes, c'est pas des gentils... On est en quelle année, là ? On est en 2011-2012. Et qu'il y a aussi des flux d'islamistes qui partent grossir déjà les rangs de ce qui va être l'État islamique. Daesh, voilà. Bon. Moi, j'ai une note de la DIA, c'est-à-dire de la Defense Intelligence Agency, qui est extrêmement importante, qui dit en 2012, on a déjà des forces islamistes soutenues par le Qatar et d'autres pays qui sont en train de construire ce qui va devenir Daesh. En face, on va se retrouver avec Assad et les Russes, mais c'est les Russes et Assad qui vont gagner en 2012. Et il explique pourquoi les Russes vont
parce qu'ils ont Tartous, qu'ils vont défendre, etc. Voilà. Et donc, on voit déjà ça. L'enjeu, c'est déjà le pétrole à ce moment-là. Alors, c'est déjà la déstabilisation de la Syrie et d'Assad. Bon. Et donc, on avait l'opération qui s'appelait Zero Footprint. L'arrivée des armes en Libye, ça s'appelait Zero Footprint. Nos auditeurs peuvent le retrouver sur Internet. On fait une deuxième opération où on ramasse, mais alors toutes les armes qu'on peut trouver dans tous les courtiers d'armement de l'Est et tout ça, et on envoie ça, c'est l'opération Timber Sycamore, et on envoie ça au nord de l'Irak et en Syrie. Ça veut dire quoi, Timber Sycamore? Sycamore, c'est l'arbre? Voilà, et donc le tronc d'arbre, le tronc de Sycamore. Voilà. Donc, l'opération Timber Sycamore consistait à prendre des containers d'armes de partout dans les pays de l'Est et d'aller envoyer ça en Syrie. Pour équiper les islamistes. Voilà. Avec le tampon, pas que des États-Unis, mais d'autres pays aussi, dont la France. Qui vendait ces armes? C'était tu dis les pays de l'Est? Voilà, il y avait tous les courtiers en armement. Vous voulez un courtier en armement? Les armes atterrissaient où? Vous voulez des armes, vous voulez un T-72 russe? Vous allez sur le site Excalibur. C'est un courtier qui est dans les pays de l'Est. Il a des T-72. Le marché des armes internationales, il est ouvert. On peut acheter des containers d'armes, c'est pas un problème. Et donc, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, ça va. Et le Qatar paye, essentiellement. Mais pas seulement, mais le Qatar paye, bien sûr. Bien sûr. Et pour armer qui, alors? Alors, on arme ce que nous, j'ai entendu parler des islamistes modérés, enfin bon... oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. Bien sûr. En fait, l'idée, c'était de dire aux gens, faut justifier la guerre en Syrie contre Assad. Donc, Assad, on le peint en dictateur, ce qui est vrai, etc. Et il pose un problème à tout le monde. C'est l'ennemi d'Israël depuis longtemps. Il veut rien entendre. C'est une dictature. On pourrait s'en débarrasser. Tout sauf Assad. C'est un peu ça qu'on vend. Moyennant quoi, Assad, il y avait des chrétiens en Syrie qui n'avaient jamais de problème. Son État était laïque. Ça posait de problème à personne, ça. Donc, il n'y avait pas les réfugiés. On décide de le déstabiliser, et François Hollande en premier, parce que il suit la continuité du gouvernement Sarkozy en matière d'affaires étrangères, et il continue à serrer la main du Qatar et à prendre les bénéfices que distribue le Qatar. C'est-à-dire prendre les bénéfices? C'est-à-dire qu'ils ont été arrosés comme ont été arrosés les... Et par quel biais? Du cash. Voilà. Bon, écoute. Mais là, le pétrole Daesh, alors... D'ailleurs, ça a été très bien documenté. Une petite parenthèse à rendre hommage pour une fois à des journalistes qui sont... Pour une fois. Malbruno et Chénaud. Chénaud et Malbruno ont très très bien documenté ça dans 3 livres qu'ils ont fait, mais avec énormément de travail. Moi, je me rends compte de ce que ça représente. Et ça a aidé aussi à retrouver des éléments pour l'enquête, etc. Ça a été extrêmement important. Malheureusement, dans certains cas, ils ont été condamnés à tort. Les documents qu'on a qui prouvent... C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 erreurs, mais qui étaient minuscules par rapport à l'ampleur du travail. Pas seulement ça, les documents qui prouvent qu'ils avaient raison en ce qui concerne certaines personnes, et je pense à un secrétaire d'État en particulier, on les a maintenant, mais c'est trop tard. La chose a été jugée. Mais on peut leur rendre hommage parce que le boulot qu'ils ont fait, c'est un boulot d'historien, de journaliste, qui va peser lourd dans les débats. Pourquoi on n'a pas réagi quand ils ont publié? Pourquoi on a continué cette... Alors, eux ont validé les documents qu'on a passés, on était en cours. Mais je voudrais qu'on revienne au pétrole Daesh, Ruby, Lafarge et les sociétés françaises, leur implication. Et le procès du Bataclan qui s'ouvre, l'origine de tout ça. Parce que là, on est parti... En fait, une guerre, ça coûte très cher. On voit donc Daesh se former. Pour financer leur guerre, donc il faut des salaires, il faut des cash flows mensuels. Il faut payer les salaires, il faut acheter des munitions. Une balle, c'est une balle de Kalash, c'est selon le calibre, si c'est du 7,62, c'est autour d'$1, même en Irak. En fait, la Kalash en elle-même, elle va pas coûter très cher. On va l'avoir pour $300. C'est comme les photocopieuses. C'est les cartouches. Oui, je sais. Et donc, il faut beaucoup d'argent. Donc, beaucoup d'argent, ça suppose des cash flows positifs tous les mois. Il faut gérer sa trésorerie. Et il faut des flux continus. Les flux continus de revenus, c'est pas les œuvres d'art, c'est pas des bricoles dont on parle, pas les kidnappings et tout ça, c'est de la... Voilà. En revanche,
les barils qui sont produits par les champs qui sont du côté de Mossoul, les barils qui sont produits aussi dans les champs qui seront après en Syrie, ils sont mélangés pour ce Daesh avec du pétrole kurde. Ce pétrole kurde est camionné, ça va jusqu'à Dortiol. À Dortiol, c'est en Turquie. Dortiol, c'est en Turquie. À Dortiol, c'est exporté sur des tankers avec une fausse documentation. Et là où c'est intéressant, c'est que ces tankers, ils avancent sur la Méditerranée, ils se retrouvent en Sardaigne. Entre-temps, il y en a quelques-uns qui changent, la cargaison va changer en haute mer et ça va partir à Ashkelon, en Israël. Aujourd'hui, il y a 2 procureurs italiens qui, avec la brigade d'antiterroristes, ont fait une perquisition dans une raffinerie qui s'appelle la raffinerie de Saras. Ils ont récolté, je crois, 1,8 tonne de documents. Ils travaillent d'arrache-pied sur ces documents et sur ce qui s'est passé. Ils expliquent qu'il y a des flux très importants d'argent qui ont été qui ont été retournés à Daesh en fait. Et donc on essaye de reconstituer le flux complet du puits jusqu'à cette raffinerie de Saras. Aujourd'hui, Saras en Sardaigne. Oui. Aujourd'hui, la police italienne, la Guardia Finanziaria, travaille dessus d'arrache-pied. Et ces 2 procureurs-là, il faut leur rendre hommage, ils font un boulot remarquable, qui est très difficile. Là-dessus, mais en France, on en a assez peu parlé. Alors, en France, il y a une enquête préliminaire. Il y a une commissaire qui s'en occupe. On ne va pas la nommer pour ne pas l'embêter. Voilà. Il y a une enquête préliminaire. Il y a 2 questions écrites qui ont été posées par une députée, Frédéric Dumas. Une à Castaner quand il était ministre de l'Intérieur. Il n'a pas répondu. Une qui n'était pas une question écrite, qui était une question lors de la Commission des Affaires étrangères, directement à M. Le Drian, qui a dit qu'il n'avait pas d'éléments, qu'il ne comprenait pas. Voilà. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je voulais me faire ici l'écho de l'enquête du journaliste d'investigation indépendant Thierry Gadeau, publiée récemment sur le Média, concernant l'éventuel financement indirect de Daesh par une société française cotée en bourse, la société Ruby, propriétaire d'importantes infrastructures portuaires et de stockage de pétrole dans les ports de Dortiol et d'Océan en Turquie. Interrogé vous-même en tant que ministre de la Défense par la députée Laurence Harribagé durant l'été 2015, vous avez pourtant affirmé que les services de renseignement du ministère de la Défense n'avaient à ce jour recueilli aucun élément permettant d'établir l'existence de ces liens. L'enquête de Thierry Gadeau montre pourtant que les services de renseignement français ont bel et bien enquêté sur Ruby et qu'une note sur cette entreprise a été produite. Interrogé il y a quelques jours par ce journaliste, vous n'avez pas souhaité répondre à ces questions. Ma question est donc la suivante. Comment est-il possible que la société Ruby n'ait même pas été identifiée comme pouvant avoir, ne serait-ce qu'indirectement, voire passivement, pu profiter de ce système très bien organisé de blanchiment du pétrole, alors que l'on assiste à partir de 2014 à une miraculeuse hausse du volume pétrolier provenant de l'Irak et une hausse importante de l'activité de cette société, comme en témoignent ses propres rapports annuels accessibles à tous et ses propres documents de référence. L'année 2014 étant l'année de l'instauration physique du califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Pouvez-vous nous confirmer que dans l'hypothèse où une note des services a bien été remontée à l'époque, comme certaines sources l'indiquent et l'affirment, concernant cette société, pourquoi aucune suite ne lui a été donnée? Et êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à soulever cette question au sein du gouvernement, ne serait-ce que pour y apporter des réponses? Sur la question de Mme Dumas, moi je suis ouvert à regarder, mais je n'ai pas d'informations particulières. J'ai l'impression que vous en avez beaucoup. Donc je vous remercie de me les donner parce que je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce sujet. Mais si vous avez des informations, vraiment, Madame Dumas, donnez-les-moi, je suis preneur. Alors que les éléments, on les a donnés. Et on les a même publiés, puisque Thierry Gadeau a fait ce papier sur Ruby. Depuis, on en a beaucoup plus. On a beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'images, on a du témoignage, on a beaucoup de choses. Et donc, on sait très bien que ce pétrole est arrivé au terminal de Ruby à Dortiol. Ruby, c'est une multinationale française qui est cotée en bourse. Et que sans cette terminal qui a coûté 200 millions de dollars et qui a été en partie financé par la BNP, le pétrole de Daesh, il n'était pas exporté. Non. Alors, j'en viens au problème de Lafarge, etc. Mais Ruby, ce qu'il faut dire, parce que les gens ne connaissent pas Ruby, etc. D'abord, ils peuvent aller sur le site pour voir le papier. Mais Ruby, leur boulot, c'était d'avoir des tankers pour ils font de la logistique pétrolière. Donc, c'est d'énormes citernes qui vont recevoir le pétrole brut,
Ce pétrole brut, après, il est emmené jusqu'à un terminal pétrolier qui permet à des tankers d'être en eau profonde et de charger ce pétrole brut. Une fois que le pétrole est sur le tanker, après, il suit différentes routes en fonction des acheteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que, on parlera du Bataclan, mais après le Bataclan, donc après les attentats, alors que Ruby savaient forcément que le pétrole était du pétrole qui finançait Daesh, ils ont continué à dealer, donc entreprises françaises. C'est ce qu'on a documenté, c'est ce qu'on a écrit. On ne pouvait pas avoir, même en 2012, on savait ce qui allait se passer. Enfin, on ne savait pas qu'il y aurait encore... Non, mais je veux dire... La note de la DIA, elle est là, oui. Elle est transmise, je vois les destinataires. Les destinataires, il y a différents services, ça va partout à Washington, etc. Donc ça va à ce qu'on appelle aux Five Eyes, c'est-à-dire à tous les services étrangers qui sont proches dans le premier cercle américain. Et forcément, puisque la France est impliquée en Syrie, elle a une copie. Et elle peut faire la même analyse aussi. Les services russes, le BND allemand, il sait parfaitement ce qui se passe en Syrie. C'est son terrain de jeu. Mais là, pour l'instant, sur Ruby, il n'y a pas d'information ouverte encore en France. Alors, il y a une enquête préliminaire. Nous, on n'a pas été poursuivis en diffamation, il n'y a pas eu de problème, le papier. Pourtant, le papier, et quand on le lit bien, il est quand même assez violent, quoi. Enfin, ce que décrit Thierry Gadot est assez... Mais moi, ce que je veux qu'on m'explique, c'est comment 2 procureurs peuvent avancer sur une enquête sur le raffinage du pétrole brut sans qu'on s'interroge sur la façon dont on a amené le pétrole brut. C'est pas possible. À un moment ou un autre, moi d'ailleurs, j'ai donné mon dossier au procureur italien, et à un moment ou un autre, il faut bien que la justice considère que ce pétrole n'est pas venu par l'Esprit Saint, et qu'il a pris la route. Toi, enfin, la thèse que tu as dans le bouquin que tu veux écrire avec Thierry, qui s'appelle Noir Pétrole, c'est que le pétrole est l'enjeu principal, et ce qui permet de financer Daesh, et ce qui permet sans ça, il n'y avait pas l'armée. Il y a le Qatar qui aide un peu, mais ça ne suffit pas pour autonomiser. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu aussi des entreprises britanniques qui se sont plaints qu'une partie des fonds qui étaient destinés à construire les infrastructures pour la Coupe du Monde étaient détournés par le Qatar pour aller financer Daesh. Et ça, c'est en 2014. Et ça, j'en ai la trace écrite. Et ça, j'ai la preuve que des parlementaires britanniques ont interpellé le ministre britannique des Affaires étrangères en public sur cette affaire-là, que David Cameron a reçu Al-Thani à l'époque, et que... Al-Thani, le prince qatari... et qui lui ont dit, maintenant vous arrêtez de financer Daesh, en 2014. Mais ils ont continué. Et 2 mois après, à peu près, Monsieur Le Drian vendait des Rafales au Qatar. Mais d'ailleurs, on va publier, au moment où on va diffuser l'entretien, je pense qu'il y aura le papier de Thierry sur Daesh et le pétrole. Donc les gens pourront aller sur le site pour le lire. Je voudrais que là, on a parlé de Ruby, mais il y a aussi une autre entreprise française qui comment dire, a été, et pour l'instant est mise en examen pour crime contre l'humanité, c'est Lafarge. La Cour de cassation vient de valider en quelque sorte ça ces derniers temps. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur Lafarge et sur ce Alors, Lafarge, si on veut comprendre l'affaire Lafarge, il faut remonter à l'époque, en 2010 exactement, à l'époque où Lafarge fait une OPA sur une société qui s'appelle Orascom et qui appartient à Naguib Sawiris. Bon. Qui est Naguib Sawiris? Un Égyptien dont on dit... Je ne valide pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on entend, c'est qu'il était en fait le prête-nom du président égyptien, de Moubarak. Je ne sais pas si c'est vrai, voilà. Bon. Mais le fait est, Lafarge achète Orascom et à un prix exorbitant. Lafarge, c'est du ciment, c'est une cimenterie. À un prix exorbitant. Il faut demander au commissaire aux comptes de l'époque comment ils ont fait pour valider ça et comment on a fait les due diligence, parce que ce prix-là, c'est un mystère. Le cours, d'ailleurs, s'effondre peu de temps après de Lafarge. Le fait est, qu'est-ce qu'on achète quand on achète Orascom? De la Corée du Nord, du Pakistan, l'Irak, la fameuse cimenterie en Syrie et l'Algérie. Que des pays difficiles en crise, en guerre, impossible. Donc les Français et c'est ça qu'on tamponne. Et c'est ça qu'on tamponne. Au niveau de Lafarge, au plus haut niveau, avec l'assentiment de l'État, parce qu'il y a quand même un peu de monde qui représente l'État chez Lafarge, et on fusionne avec ça en payant ça une fortune. Moi, j'ai connu des gens de Lafarge à l'époque, 2010-2011,
j'ai rencontré Jean-Claude Veillard. Jean-Claude Veillard, qui était le patron de la sécurité chez Lafarge, qui est quelqu'un qui a 32 ans dans les forces spéciales françaises. Il a fait toute sa vie dedans. Donc il sait très bien où sont les limites. Jean-Claude Veillard, il a toujours donné les éléments qu'il avait à la DGSE. Toujours. Il sait ce que c'est qu'un ordre et il sait les exécuter. J'ai peur que les gens soient un peu largués sur le truc. Ce qu'il faut que tu dises, c'est d'ailleurs le vrai problème, c'est que Lafarge, une fois qu'ils ont payé si cher ce joint venture, ils étaient obligés de vendre leur ciment, et pour vendre leur ciment, ils ont été obligés de passer par Daesh. Voilà. Et donc, ils ont financé Daesh. Il faut être dans ces pays-là. Moi, je me souviens de ce que ça représentait en Irak et de la difficulté qu'il y avait à l'époque encore à produire et à vendre du ciment en Irak, c'était une catastrophe. Je veux dire, l'achat de Orascom, ça a dégénéré. C'est ça qui a coulé Lafarge. Je veux dire, si Lafarge n'existe plus aujourd'hui et que c'est devenu une société suisse, c'est à cause de la fusion avec Orascom, du rachat d'Orascom. Parce qu'on est dans des pays qui sont tellement impossibles que ça ne peut pas bien marcher. Et tu penses qu'il va y avoir un procès un jour, enfin, que les dirigeants de Lafarge comme de Ruby vont s'expliquer ou pas? Les dirigeants de Lafarge... moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils avaient les contacts avec l'État français et les services français et la DGSE pour être très clair, et que si cet argent a été donné, il y a eu l'assentiment de la DGSE ou de ceux qui commandent la DGSE à l'époque, ce qui est normal, puisque de toute façon, on était en train de faire tout un circuit pour déstabiliser Assad. Donc on se disait, nous, c'est nos islamistes. Donc, wow, 14 millions, mais attendez, mais c'est une bricole. On est en train de faire en sorte qu'ils sortent leur pétrole. Ouais. On ne va pas vous refuser 14 millions ou 13 millions, mais c'est dérisoire, c'est dérisoire. Les 13 millions d'euros, là, dans une guerre comme ça, mais ils sont brûlés en quelques jours. Alors que le flux continu du pétrole, ça, c'est le cash flow qui permet de financer la guerre. Et on l'a fait en sorte que ça se réalise. Chez Lafarge, il faut dire qu'il y a des actionnaires quand même célèbres, il y a des patrons, il y a Albert Frère, donc c'est des gens qui vont devoir répondre à un moment de leurs agissements, parce qu'on ne peut pas d'un côté faire le procès de Salah Abdeslam et puis d'un autre côté laisser les gens qui l'ont financé se dire il y a des c'est gens de la réelle extrêmement politique. Bien informés. Au bord de Lafarge, à l'époque, je me souviens, il y a la baronne Linda Choker qu'on retrouve. Alors, voilà, les Français ne connaissent pas tout ça. Le juge, il ne peut pas connaître la baronne Linda Choker, mais c'est intéressant de regarder un peu ce qu'elle a fait, et vous tapez Linda Choker et Executive Outcomes, qui est une société militaire privée d'origine sud-africaine qui a terminé la guerre en Angola. Et qui a fait en sorte que ça se passe bien en Ouganda. Elle était très proche de Museveni pendant des années. Elle est toujours vivante, la baronne Choker. Elle n'est plus en activité, mais elle est toujours vivante. Tu veux dire qu'elle elle a participé à tout ça? La baronne Choker, c'est une des personnes les plus informées en Afrique, sur l'Afrique et sur le... c'est une pointure. Donc, c'est une pointure comme ça qui est au bord de Lafarge. Ouais, c'est pas pour rien. C'est ce qui se passe, je veux dire. Franchement, moi, j'invite les gens à regarder son profil. Mais je vais regarder moi aussi, parce que là je découvre un nom. Et je voudrais que tu... Donc Choker, c'est Chalker. D'accord. On va faire African Matters. D'accord. C'est une ONG. Dis-moi, il y a le procès donc, en ce moment qui va durer encore quelques mois au Bataclan. C'est sur le déclenchement, les raisons pour lesquelles il y a eu Charlie, il y a eu tout ça. Quel éclairage, toi, tu peux apporter compte tenu de cette histoire de pétrole, de noir pétrole et de ses liens avec les terroristes? Pourquoi ce déclenchement? Pourquoi cette opération, etc. Alors... je te prends de court, là? Non, mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai eu accès à une partie des documents sur les attentats du Bataclan. Il y a une chose qu'on peut dire quand même, on peut accabler ces gens, tout ce qu'on veut, mais quand vous êtes le 10e d'une famille dans une cité, que vous avez zéro avenir et que votre seul avenir, c'est vendre de la drogue, être délinquant, etc., il y a un process qui fait que la société civile française, elle a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Quand on les met en prison et que la responsable de cette prison dit « Oui, vous m'envoyez ces personnes-là, mais moi j'ai déjà 48 matelas par terre et je vais avoir du mal à les gérer », ça interpelle. C'est pas publié par la presse. Moi, j'ai les documents. La lettre, quand je l'ai lue, quand j'ai vu cette femme qui dit « Mais attendez, moi j'ai déjà 48 matelas par terre dans ma prison, elle est surbookée,
vous m'envoyez des détenus qui sont difficiles, je ne sais pas comment faire, quoi. C'est un appel au secours qu'elle fait. Et là, la société civile française, elle ne joue pas son rôle. Non, mais là, je comprends. Tu veux dire que la prison est un foyer qui multiplie les volontés terroristes. On a les racines, on a semé ces graines-là de violence et on les a récoltées au travers des attentats du Bataclan. La question que je te posais était plus d'ordre géopolitique, sur les raisons qui ont pu déclencher les opérations en France et en Belgique. On a laissé ces flux migratoires se faire parce qu'on n'a pas les moyens de les arrêter. Et là encore, bravo à la cellule ALAD, bravo à tous ceux qui ont travaillé dans le contre-terrorisme, c'est pas le sujet. Mais ces flux-là, donc des flux de gens désespérés, sont venus aller chercher un idéal et ils l'ont trouvé dans la violence, bon an, mal an, au travers de Daesh. Mais la créature Daesh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la créature Daesh, ceux qui ont financé tout ça via la vente du pétrole et le soutien qu'on leur a donné pour aller buter Assad, c'est les pays occidentaux, et notamment en partie la France. Voilà. Et donc, on a voulu semer des graines de tempête, on a eu la récolte. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je regrette que les quelques 300 avocats qui soient aujourd'hui qui sont impliqués dans le procès du Bataclan. Dans le procès du Bataclan, ne regardent pas les bilans de Ruby 2013, 2014, 2015. Vous faites un mot-clé Kurdistan, vous regardez s'il y a eu des déclarations à Tracfin sur les flux venant de ce pays-là. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Tout un tas de choses que moi j'ai fait, que j'ai documenté, que j'ai donné à la commissaire qui s'occupe de cette enquête-là. Encore une fois, l'enquête préliminaire, elle existe. Je souhaite qu'elle ne soit pas enterrée. Et moi, j'encourage les gens qui sont les victimes du Bataclan à aller relire le papier de Thierry Gadot sur Ruby. Et j'espère qu'on pourra sortir non seulement un livre sur Noir Pétrole, mais aussi un documentaire. On y travaille. On y travaille. Si je peux. Dis-moi, est-ce que tu as peut-être aucune info là-dessus, mais il me semblait que sur le déclenchement de l'opération, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe en Syrie autour de Daesh et du pétrole et le fait que des terroristes viennent en France ou en Belgique buter tout le monde? C'est un peu c'est juste ce qu'on a récolté. Voilà, c'est la réponse à la déstabilisation qu'on crée. Mais je vois pas le lien entre le fait qu'on ait Lafarge Ruby, qu'on finance indirectement Daesh. Non. Je veux dire, je suis naïf, mais Daesh devrait plutôt protéger des pays qui les financent. Pourquoi soudain ils se retournent contre nous? Parce que d'abord ces gens-là ne savaient pas du tout. Là, on parle de gens qui ont un niveau très faible, donc ils ne savaient pas du tout les tenants et les aboutissants. Il n'y a que quelques cadres de Daesh qui savaient à qui ils vendaient leur pétrole. Et il faut voir dans quelles conditions de peur les gens travaillaient. Moi, j'ai eu un membre des services kurdes qui a bien voulu me confirmer, qui m'a donné les noms des personnes impliquées. On a des personnes impliquées à haut niveau parce que le pétrole était mélangé à du pétrole kurde et avec une très forte décote, ce qui faisait qu'il y avait de l'argent à gagner. Donc il y a une trahison complète des populations derrière tout ça. Mais il faut comprendre le climat de peur qu'ont les témoins et de ce qui s'est passé. Voilà, c'est extrêmement dur. Et donc, en fait, c'est les exécutants de Daesh. Mais ils seront les premiers étonnés de savoir pour qui vraiment ils ont agi et comment ça s'est passé. Et voilà. Et ils vont découvrir un peu l'autre face qu'on leur a jamais dit. De même que les victimes du Bataclan vont la découvrir. Sauf qu'au procès, c'est pas vraiment prévu d'aborder ces questions-là. Bien sûr, c'est pas prévu. Bien sûr, c'est tellement honteux. Écoute, Marc, on va en rester là aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que tu reviennes. Parce que là... avec plaisir. Donc, je te remercie infiniment, et puis on continue à se bagarrer. Voilà. Toi, dans ton quartier, moi, dans le mien, et on se retrouve de temps en temps. Et là, j'espère qu'on va sortir bientôt
Et donc, il faut vraiment nous aider parce qu'on est vraiment tout seul. Je veux dire, nous aider en s'abonnant sur le site, en nous aidant, quoi. Parce que produire ce type d'information, ça coûte cher, c'est compliqué. On a des procès, on a des pressions. Voilà. Pour l'instant, la presse ne nous suit pas. Je veux dire, pas de papier dans Le Monde, pas dans Libération, pas dans les hebdos, etc. Mais je pense que à force de tenir, à un moment donné, ces gens-là, même ces télés, vont se dire bon, bah quand même, ils racontent pas trop de bêtises et la vérité, elle est parfois irréductible. Ils peuvent rien faire quand on met des documents et que les documents ne sont pas des faux. Ça veut dire qu'ils sont vrais. Et s'ils sont vrais, ça veut dire que le Qatar paye et ça veut dire etc. Et encore une fois, il y a des services étrangers qui valident ces documents, qui travaillent dessus. Il va immanquablement y avoir des mises en examen à l'étranger. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas tout étouffer dans ce qui a été fait. Et d'ailleurs, ça n'est pas souhaitable de tout étouffer. Il faut que la population, notamment en Israël, soit au courant de ce qui s'est passé. Qu'on soit pour ou contre Israël, ce n'est pas le sujet. On parle de population libyenne, population syrienne, population israélienne. Ce sont tous des victimes. On va faire une édition Blast spéciale Jérusalem là bientôt. Là. Non, je déconne, mais on va publier ces documents, j'espère assez vite. Et j'espère que nos amis les correspondants du Jérusalem Post et de Time of Israel entendront ce que j'ai dit et qui seront à l'écoute de Blast. Parce que ça va être chaud. Si vous avez aimé cet entretien, si vous voulez nous aider, vous le pouvez, et nous soutenir surtout en cette rentrée, puisque je vous rappelle qu'on est une coopérative, que tout l'argent, tous ces abonnements, ça ne sert qu'à développer notre outil, on ne se verse pas de dividendes, rien du tout. Et donc, merci de vous connecter sur le site et de faire des dons ou de prendre des parts sociales ou de vous abonner, c'est 5 € par mois. Voilà, et à bientôt sur Blast. Et moi, je vous encourage aussi à maintenir votre soutien à Blast et à l'augmenter. Vous vous rendez compte que publier des documents comme ça, qui ont une importance historique indéniable, c'est très difficile, d'autant qu'on est face à des intérêts économiques très importants. Et donc, on a besoin de médias indépendants, et il y en a très très peu en France. Il faut être très vigilant à ce niveau-là. Si vous voulez avoir de l'information et qu'elle ne soit pas déformée, il faut continuer à soutenir des initiatives comme celle de Blast. Voilà. Merci beaucoup.